Bonjour tout le monde, aujourd'hui on parle de déterminants dans R2. Alors, la première chose dont il faut parler, c'est le sens de rotation d'une base ordonnée. Donc par définition, ce sens-là, c'est le sens du petit angle orienté de U vers V. Donc j'ai deux vecteurs UV dans le plan R2. Donc le petit angle, le sens de ce petit angle-là, il est comme ceci de U vers V. Donc le sens de rotation de la base, c'est ce sens-là. Si j'ai deux vecteurs ST comme ceci, avec le petit angle de S vers T comme ça me donne un autre sens. Dans ce cas-ci, ça me donne le même sens de rotation. Les bases sont différentes, mais les sens de rotation sont les mêmes. Donc on va dire que les bases UV et ST sont de même orientation, puisqu'elles ont le même sens de rotation. Par contre, cette fois-ci, sens de rotation de UV, donc de U vers V, ça tourne dans ce sens-là. De ST de S vers T, donc ça tourne dans ce sens-là. Okay. Dans un cas comme ça, on va dire que les bases ne sont pas de même orientation. Quelques propriétés de la notion d'orientation. Premièrement, la base bêta est de même orientation qu'elle-même. Deuxièmement, si la base bêta 1 est de même orientation que la base bêta 2, alors la base bêta 2 est de même orientation que la base bêta 1. Troisième propriété, si la base bêta 1 est de même orientation que la base bêta 2 et que la base bêta 2 est de même orientation que la base bêta 3, alors la base bêta 1 est de même orientation que la base bêta 3. Et quatrième propriété, si la base bêta 1 n'est pas de même orientation que la base bêta 2 et que la base bêta 2 n'est pas de même orientation que la base bêta 3, alors la base bêta 1 est de même orientation que la base bêta 3. Donc ça va nous amener à définir ceci. Deux bases qui ne sont pas de même orientation sont dites d'orientation opposée. La base canonique est dite d'orientation positive et toutes les bases de même orientation que IJ est dite d'orientation positive. La base JI est dite d'orientation négative et toute base de même orientation que JI est dite d'orientation négative. Il y a quelques conventions de représentation. Par convention, les bases d'orientation positive sont représentées de telle sorte qu'elles tournent en sens antihoraire. Par convention, les bases d'orientation négative sont représentées de telle sorte qu'elles tournent en sens horaire. La suite des propriétés de la notion d'orientation. Toute base de R2 est soit d'orientation positive, soit d'orientation négative. Les bases UV et VU sont d'orientation opposée. Les bases UV et KUV sont de même orientation si K est positif et d'orientation opposée si K est négatif. Les bases UV et U plus KVV sont de même orientation. Ok, maintenant on va pouvoir définir la notion de déterminant, donc le cœur de la présentation d'aujourd'hui. Le déterminant de la base ordonnée UV, noté avec delta UV, est égal à l'aire du parallélogramme engendré par U et V, affecté d'un signe positif si la base est d'orientation positive, affecté d'un signe négatif si la base est d'orientation négative. Donc on parle d'aire orientée. Un peu de la même façon qu'en math YB, l'intégrale définie, on peut parler d'aire algébrique avec l'aire en dessous de la courbe comme étant négative, l'aire au-dessus de la courbe comme étant positive, c'est une sorte d'aire orientée. C'est un peu le même principe ici, on a une notion d'aire qui peut être positive ou négative. Si la suite ordonnée n'est pas une base, alors son déterminant est par définition nul. Dans quelques propriétés des déterminants avant qu'on en arrive à une formule. Le déterminant de la base canonique IJ, donc c'est l'aire orientée du parallélogramme engendré par I et J. Donc c'est un carré 1 par 1, fait que son aire est 1, donc le déterminant est 1. Si U est parallèle à V, alors le déterminant est nul.
Donc on pourrait dire que le parallélogramme est dégénéré en une ligne. Si on compare le déterminant de KUV avec le déterminant de UV, donc ça c'est le déterminant de UV, ça c'est le déterminant par exemple de 3UV. Donc on voit que le déterminant ici, donc à gauche, est 3 fois le déterminant ici qui est à droite. Donc autrement dit, si j'ai un facteur K ici, je peux le sortir de mon déterminant. Donc ça c'est ce qui est énoncé de façon plus générale. Le déterminant de KUV est égal à K fois le déterminant de UV. C'est la même chose si notre facteur K est négatif. Par exemple, si le facteur K est égal à moins 1. Donc j'ai le déterminant de UV ici. Ici, j'ai le déterminant de moins UV. Bon, j'ai représenté le parallélogramme dans une autre couleur pour indiquer que là, la base tourne en sens négatif. Et donc les aires négatives, je les ai représentées en rose, tandis que les aires positives en beige. Ok, propriété D4. Donc là, ça commence à se corser un peu plus. Il est question du déterminant de U avec V plus W, d'une part. Donc, j'ai mes trois vecteurs, U, V, W. Je commence par additionner V et W. Ça me donne ceci. Ensuite, le membre de gauche, je vais imaginer le déterminant engendré par U et V plus W. Donc ça, il faut imaginer le parallélogramme qui va apparaître. Le voici. Tandis qu'à droite, j'ai le déterminant de UV et j'ai le déterminant de UW. Donc, voyons voir, je transpose mes vecteurs. Ici, j'ai le déterminant de UV, donc le premier terme. Le deuxième terme, c'est celui-ci avec U et W. U et W, donc on imagine le parallélogramme apparaître. Il faut démontrer que ces aires-là sont les mêmes. Donc une façon de le faire, c'est de le découper comme ça, suivant le vecteur V plus W. Ensuite, ce morceau-là, on le ramène ici, puis là, on voit que les aires sont exactement les mêmes. Donc la propriété des 4 est vérifiée. C'est une propriété de distributivité. Je vais faire déterminant U avec V plus le déterminant de U avec W. Ça fonctionne aussi quand les vecteurs sont configurés autrement. Donc ici, je fais l'addition, V plus W. Ensuite, je regarde le déterminant de U avec V plus W. Donc U est ici, V plus W est là. Donc ça, c'est mon parallélogramme. D'autre part, si je regarde le déterminant de U avec V, U avec V, c'est comme ça, mais ça tourne dans l'autre sens, ça tourne en sens négatif. Donc, je les représente en rose. Ensuite, j'ai le déterminant U avec W. Donc, U, il est ici, mais il est aussi là, parce que c'est un parallélogramme. Donc, U avec W, ça va apparaître ici. Donc, ici, il faut démontrer que les aires sont les mêmes. Maintenant, cette partie-là, l'espèce de trapèze qui se trouve ici, c'est une partie où est-ce que les aires s'annulent. Et donc, ce qui reste à démontrer, c'est que l'air ici est égal à l'air là, mais bon, ici, on a un bout qui est négatif, puis un bout qui est positif. Il s'avère que ces deux bouts-là se simplifient l'un l'autre. Comme ceci, ici, les aires s'annulent, donc les formes sont les mêmes, et donc ça établit aussi l'égalité quand les trois vecteurs sont configurés de cette façon-là. Propriété D5, le déterminant de UV, c'est moins le déterminant de VU. Tout simplement parce que quand on passe de UV à VU, on change le sens de rotation. Et donc, ça fait en sorte que les déterminants sont les mêmes, mais de signe contraire. Propriété D6, qui affirme que je peux ajouter à un des deux vecteurs un multiple d'un autre vecteur sans affecter la valeur du déterminant. Donc, voyons voir ça. Si j'ai U et V, j'ajoute à U un multiple de V. Donc j'ai KV ici, je fais la somme.
Ensuite, il faut imaginer le déterminant qui va apparaître ici, engendré par U plus KV avec V. Ok, maintenant, il faut démontrer que l'aire à gauche est la même que l'aire à droite. Une façon de dire ça, c'est de dire ces deux parallélogrammes, les bases sont les mêmes, les hauteurs sont les mêmes, donc les aires sont les mêmes. Une autre façon de faire ça, c'est de découper comme ça avec le vecteur U, prendre ce triangle-là, l'amener ici, et donc de constater que les formes sont les mêmes, donc les aires sont les mêmes. Donc ça établit la propriété D6. Maintenant qu'on a démontré ces propriétés-là, on va être en mesure de trouver une formule pour calculer un déterminant. Donc de rendre ça peut-être un peu moins géométrique, puis un peu plus algébrique, un peu plus formule, un peu plus calcul, voire calcul numérique. Et théorème, le déterminant des vecteurs A, B, C, D, donc ça, encore une fois, c'est représenté dans la base canonique. On peut noter ce déterminant-là par le tableau 2 par 2. Un peu plus tard, on va appeler ça une matrice. Donc sur la première ligne, je mets le premier vecteur, sur la deuxième ligne, je mets le deuxième vecteur. Et donc le théorème affirme la chose suivante, ce déterminant-là, c'est AD moins BC. Donc AD moins BC. Et on va démontrer ça. Donc le vecteur AB, c'est AI plus BJ, le vecteur CD, c'est CI plus DJ. Maintenant, ça ici, je peux tout distribuer ça, donc ça va me donner 4 déterminants. Bon, je vais faire ça en deux étapes, donc je distribue d'abord sur CI, sur DJ. Ensuite, je distribue CI sur AI, BJ, etc., DJ sur AI, BJ. Donc ça me donne mes 4 déterminants. Donc j'ai appliqué la propriété D4. Ensuite, je peux sortir chacun des scalaires en vertu de la propriété D3. Puis finalement, il me reste 4 déterminants simples à calculer. J'ai II, JI, IJ et JJ. Ok, II est nul puisque le parallélogramme est dégénéré. Il y a deux côtés qui sont parallèles, deux côtés incidents, deux côtés qui se rencontrent en un coin, un sommet. Ces deux côtés-là sont parallèles, donc ça c'est en vertu de la propriété D2. Le premier et le dernier sont nuls. Ensuite, j'ai JI que je vais réécrire comme IJ. Ce faisant, je change le signe. Et finalement, le déterminant de IJ, c'est 1. Donc ça me donne ça. Et ça termine la preuve. Que j'ai terminé un peu abruptement, mais c'est quand même ça. Ok, corollaire. Le déterminant ABCD, c'est la même chose que le déterminant de ACBD. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pour passer de la gauche à la droite? Donc, la première ligne est devenue la première colonne, la deuxième ligne est devenue la deuxième colonne, et de même, la colonne ici, la première colonne à gauche est devenue la première ligne à droite, la deuxième colonne à gauche est devenue la deuxième ligne à droite. Et donc ça, on va d'abord démontrer ça, ensuite on va voir que ça a une conséquence importante. La conséquence est celle-là. Donc, toutes les propriétés applicables aux lignes l'est aussi aux colonnes. On va voir la preuve que le déterminant de ABCD, c'est AD moins BC, que je peux réécrire comme AD moins CB. Et donc, sous cette forme-là, j'ai AD moins CB. Et donc, ça termine la preuve, c'est aussi simple que ça. Maintenant, toutes les propriétés dont on a parlé, pour les lignes, on peut les convertir pour les colonnes. Donc, si j'ai deux colonnes qui sont parallèles, j'ai AB avec la colonne KA, KB, ben, le déterminant est nul. Si j'ai une colonne dans laquelle il y a un facteur commun, un facteur K, ben, je peux le mettre en évidence. Inversement aussi, si j'ai un facteur comme ça qui est mis en évidence, je peux le rentrer sur n'importe quelle colonne. Donc, je peux le rentrer sur, par exemple, la deuxième colonne. Ça, c'est la propriété D3'. Propriété D4', si la première colonne est le résultat de l'addition de deux colonnes, donc je peux développer ça en deux déterminants. Donc j'ai, comme c'est la propriété de distributivité. AC avec BD, puis ST avec BD.
Propriété D5', je peux permuter la première et la deuxième colonne. Ce faisant, je change le signe du déterminant. Et propriété D6', je peux ajouter à la première colonne un multiple de la deuxième colonne sans affecter la valeur du déterminant. C'est la même chose, je peux ajouter ici à la deuxième colonne un multiple de la première colonne sans affecter la valeur du déterminant. Donc maintenant qu'on a démontré tout ça, on est prêt à faire des exemples. Dans cet exemple-là, on cherche à trouver l'aire du triangle dont les sommets sont -3, 1, 2, -3 et 4, 5. C'est le triangle que j'ai indiqué en gris comme ça. Donc le truc, c'est de dire, je vais former deux vecteurs, vecteur AB, vecteur AC, je vais calculer le déterminant de ça, mais ça me donne le parallélogramme. Moi, c'est le triangle que je veux, donc il ne me restera qu'à diviser par 2. Donc l'aire du triangle ABC, c'est la moitié du déterminant de ABAC. AB, on le calcule avec les coordonnées de A, les coordonnées de B, même chose pour AC. Donc on obtient ceci. Et puis ensuite, on calcule le déterminant. 5 fois 4, 20, moins 4 fois 7. Donc 20 plus 28, 48 divisé par 2, 24. Et donc ça, c'est l'aire du triangle ABC. Prochain exemple. Déterminer si les points A, B et C sont colinéaires en utilisant un déterminant. Donc on a déjà répondu à une question de ce style-là. Cependant, on n'y répondait pas avec un déterminant. On comparait les vecteurs AB et AC. On regardait si ces vecteurs-là étaient parallèles. Ici, on va faire quelque chose d'un peu différent. Donc on va calculer le déterminant de AB-AC. Donc si les trois points sont colinéaires, ce déterminant-là va être nul. Si les trois points ne sont pas colinéaires, le déterminant sera non nul. Donc le vecteur AB, ça me donne -5, -1, AC 10, -3. On calcule le déterminant, ça ne donne pas 0. Donc ça nous indique qu'on est plutôt dans cette situation-là, c'est-à-dire que les trois points ABC ne sont pas colinéaires. Prochain exemple, déterminer si la base UV est d'orientation positive ou négative. Donc pour faire ça, il suffit de calculer le déterminant de U et V. Ça donne une valeur négative, donc on sait que cette base-là est d'orientation négative. Donc négative, ça signifie qu'elle tourne en sens horaire. Ok, prochain théorème. Ça s'appelle la règle de Cramer, l'auteur du mathématicien qui a découvert cette règle-là, qui s'appelait Gabriel Cramer, un mathématicien suisse. Et donc, cette règle-là traite d'un système d'équations linéaires, deux équations, deux inconnues. J'ai AX plus BY égale R, CX plus DY égale S. Mes inconnus sont X et Y. La règle dit la chose suivante, ce système-là possède une seule solution si le déterminant ABCD n'est pas égal à 0. Possède une seule solution si ceci n'est pas nul, qui est donné par ces fractions-là. Donc on se rend compte que sur les deux dénominateurs, j'ai le fameux ABCD, donc ce que j'obtiens en regardant les coefficients de X et Y. Donc, ce déterminant-là doit être non nul pour une bonne raison, c'est qu'il se retrouve au dénominateur et donc on ne veut pas avoir de division par 0. Maintenant, au numérateur, comment est-ce que je trouve ça? On remarque qu'au numérateur, il y a la première colonne qui a été changée. Pourquoi la première colonne? Parce qu'il s'agit de la variable x et la variable x se trouve sur la première colonne. Donc, la première colonne, elle est changée par les constantes, ici R et S. Même principe pour le y. Donc, cette fois-ci, je prends mon dénominateur, je vais changer, pour trouver mon numérateur, je vais changer la deuxième colonne, parce que c'est la deuxième colonne qui est associée à y. Et je change les valeurs BD pour RS, pour les constantes RS. OK, on va démontrer ça. Donc, je commence avec le déterminant RBSD. OK. Donc, je sais que AX plus BY égale R, donc je remplace le R par AX plus BY. De même, je sais que
cx plus dy égale s, donc je change s pour cx plus dy. Maintenant, en vertu de la propriété d4', je peux distribuer donc ax, cx avec bd ici, puis by, dy avec bd là. Donc ça me donne ces deux déterminants là. Ok, ensuite, la première colonne ici possède un facteur commun qui est le facteur x, donc je peux le mettre en évidence. Donc ça c'est la propriété d3'. De même, la première colonne ici a un facteur commun, le facteur y, que je peux mettre en évidence. Ok, maintenant, ce déterminant-là, ben, il y a deux colonnes identiques, donc je sais qu'il est nul. Donc je peux oublier mon y ici, il ne me reste plus que ça. Maintenant, je peux isoler x en divisant, puis ça me donne ceci. Et donc, ça me donne la première partie de la preuve. Deuxième partie, l'idée est la même. Cependant, on commence avec ARCS. Je change R et S pour AX plus BY et CX plus DY. J'applique D4', ça me donne deux déterminants. Je mets en évidence X ici, qui s'en vient ici. Je mets en évidence Y là, qui s'en vient là. Cette fois-ci, c'est ce déterminant-là qui est nul. En vertu de la propriété D2', il y a deux colonnes identiques. Donc, il ne me reste plus que ça. Et donc, j'isole Y c'est égal à ceci divisé par ça. Et donc, c'est la fin de la preuve de la règle de Cramer. Essayons un exemple dans lequel on nous demande de résoudre ce système d'équations-là. Donc, l'idée, c'est de recopier les coefficients qui sont 2, 11, moins 3, 7. Ensuite, pour la colonne du x, je les remplace par les constantes 3, 4. Même principe pour y, donc le même dénominateur, 2, 11, moins 3, 7. Cependant, pour trouver le numérateur, je vais changer la deuxième colonne par 3, 4. Et puis, rendu là, ben, il reste à calculer ces déterminants-là. Au dénominateur, dans les deux cas, je vais trouver 14 moins 33, donc 14 plus 33, 47. Tandis qu'au numérateur, 3 fois 7, 21, 21 moins 44, qui va me donner moins 23. Et ici, pour y au numérateur, j'ai 8 moins 9, 8 plus 9, 17. Et donc, ce sont les solutions de mon système d'équations linéaires qu'on a trouvé avec la méthode de Cramer. Cette méthode-là a un certain avantage sur celle que vous connaissez, c'est que x et y sont calculés indépendamment. Et donc ça, c'est particulièrement utile, surtout quand la solution est constituée de fractions avec des grands dénominateurs. La règle de Cramer est spécialement simple parce que c'est on calcule indépendamment numérateur et dénominateur, on calcule indépendamment x et y. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.